traitement à haute performance et de ce qui nous a conduit à développer ces lignes de produits adaptés à ces grands volumes de données. Les prévisions sur la croissance des données, sur le volume de données qu'on va voir arriver sont colossales. On parle maintenant en zettabytes. Un zettabyte, c'est 10 puissance 21. C'est donc quelque chose d'assez énorme. Un zettabyte, c'est 1000 hexaoctets, c'est 1 million de pétaoctets. Et on va se retrouver typiquement en 2020 avec une production de données annuelle qui va dépasser les 40 zettaoctets. Et de ces données, une partie est considérée comme non intéressante, non valable et peu valorisante, mais il y en a une autre partie qui, elle, est nécessairement valorisable et qui va permettre à des entreprises, à des développeurs d'être plus efficaces et de travailler mieux. Alors, la particularité aussi, c'est que l'utilisateur, il a besoin de réponses rapides et il n'est pas prêt à payer. Donc, il veut des données avec une forte valeur, il les veut tout de suite, et puis si elles sont vieilles, c'est pas très intéressant. Et ces éléments-là, couplés à certains éléments techniques sur la technologie processeur, nous ont amenés à réfléchir à comment on va proposer de l'informatique. Et notamment, en constatant que nous avons eu des augmentations de puissance très significatives sur les processeurs, grâce à nos amis d'Intel par exemple, qui nous permettent de fournir plus de cœurs, plus de processeurs, plus de capacité de traitement. Et qu'à côté de ça, la capacité de mémoire a été beaucoup plus lente à monter en puissance. On a beaucoup de mal à augmenter les performances mémoire et que, pour des raisons notamment économiques, il a été difficile d'envisager de configurer des très grandes tailles mémoire. Voilà pourquoi les données, traditionnellement, ont toujours vécu sur disque et que les applications de manière automatique, transparente, avaient pour mission, dans le cadre des SGBD, des bases de données ou des ERP, de faire remonter les données depuis des zones de stockage stables mais peu coûteuses, qui sont les disques, vers la mémoire vive, où là les données étaient accessibles aux capacités de traitement, aux processeurs, au cœur des processeurs, afin de permettre qu'on puisse les traiter et qu'on puisse obtenir des résultats. Une grande partie des applications des dernières années, des 15 ou 20 dernières années, ne font que ça, ne font que remonter des données depuis des zones de stockage vers des zones de traitement possibles. La nouvelle configuration matérielle est que l'on sait construire des machines avec des grandes tailles mémoire et qu'on va donc modifier cette équation, on va changer cet équilibre. Cet équilibre, il a été changé à la fois par des impulsions matérielles, par des impulsions économiques, mais aussi par des impulsions logicielles. Il faut avoir les bonnes idées pour utiliser ces données. Et donc, le fait d'avoir plus de cœur et plus de capacité de traitement, s'il n'est pas accompagné de plus d'accès à des données, n'est pas très intéressant. On a des Ferrari qui tournent avec des pneus de vélo. Voilà l'image que j'utilise régulièrement. Le fait de pouvoir manipuler ces données permet d'envisager donc d'avoir des traitements parallèles plus importants, d'avoir aussi des notions de meilleure efficacité, compression de données, et puis aussi des possibilités de structure de données différentes, comme par exemple des données non plus en format ligne, en rangée, mais en colonne, pour par exemple les applications décisionnelles, le data warehouse et des applications de type business analytics. Et ces fonctions-là sont des fonctions qui viennent d'une réflexion matérielle, logicielle, en même temps que d'une pensée matérielle. Alors, l'image industrielle, elle est très simple. Dans le cas d'une usine traditionnelle, si l'on veut augmenter la capacité de traitement, on va essayer d'agrandir la taille du godet de la grue qui est à gauche, ou on va essayer de rapprocher ces données. Eh bien, dans une logique de in-memory computing, les données, on va les poser en mémoire et on va rendre disponible la capacité de traitement au plus proche. C'est-à-dire qu'on va faire descendre l'ouvrier directement dans les données pour qu'il y ait accès instantanément. Voilà donc l'analogie qu'il faut avoir en tête. On va rapprocher les données des capacités de traitement, et ces capacités de traitement étant existantes, on va donc faire monter les données en mémoire. Alors, un précurseur ici, SAP. L'un des trois fondateurs de SAP, Hasso Plattner, a commencé à réfléchir il y a une quinzaine d'années sur comment ça va se passer le jour où on voudra faire à la fois du transactionnel et du décisionnel, pour de la prise de décision, de la prise d'avis et de la business intelligence sur des mêmes données,
et que ces données doivent être des données disponibles en temps réel et non pas des données extraites par exemple pour un data warehouse ou un data mart. Et dans cette réflexion, Hasso Plattner a supposé que l'équation économique de la mémoire rendrait possible la possibilité d'avoir des systèmes dans lesquels toutes les données seraient résidentes en mémoire. Il a donc pensé à une notion d'une entreprise et d'un système de gestion d'entreprise comparable à ce que peut être une salle de marché, c'est-à-dire une réactivité instantanée à tous les événements extérieurs et des données manipulées en temps réel. À partir de cette réflexion, ces travaux universitaires de recherche, SAP a commencé à travailler depuis 5 ans maintenant sur une version en mémoire de son ERP, en supprimant la base de données relationnelles sous-jacente et le stockage des données sur disque, et en faisant ce pari technologique et financier sur l'accessibilité, l'attractivité des plateformes avec une grande taille mémoire. Et ça s'est décliné aujourd'hui avec un déploiement de ce type de technologie en mémoire pour tous les types d'industries, pour les industries médicales, pour les industries de la finance, pour les industries de manufacturing, pour l'optimisation. Un exemple d'un éditeur de logiciels français qui fournit à une très grande banque française des systèmes de gestion et des systèmes de contrôle, de valorisation et de contrôle du risque basés sur des technologies en mémoire. Ces systèmes permettent d'avoir plusieurs fois par jour, de manière instantanée, une visibilité sur l'état des comptes et l'état des engagements financiers de la salle de marché de cette banque. Traditionnellement, c'était un état qui était traité en batch le matin, et pendant toute la journée, on était dans le flou, en ne sachant pas quel était le niveau d'engagement. Aujourd'hui, cette grande banque peut, à chaque fois qu'elle prend une décision, même à 8 h le soir, savoir exactement où elle en est, quel est l'état de ses comptes, quel est son niveau d'engagement. C'est tout simplement la capacité de répondre à ces régulateurs qui demandent à ce que l'on puisse prouver quel est l'état d'engagement après quelques affaires avec retentissement médiatique. Un autre exemple de mise en œuvre de technologie en mémoire qui permet d'avoir plus de données, d'aller analyser des données venant d'analyses plus profondes ou d'analyses plus anciennes. C'est un institut de recherche sur les maladies dégénératives en Allemagne qui a eu une capacité de multiplier ses traitements et d'augmenter la production de ces résultats par des facteurs 10, 20, 100 en utilisant des technologies de mise en mémoire plutôt que des technologies de stockage sur disque qui étaient beaucoup plus lentes. Quand on attend un résultat pendant 22 minutes, on pense à autre chose, on va faire autre chose. Quand le résultat arrive au bout de 13 secondes, on a des chercheurs qui sont plus heureux et qui trouvent plus vite. Alors, ces logiques, on les a vues arriver, donc le placement en mémoire, les logiques de placement en mémoire, on les a vues arriver chez l'ensemble des fournisseurs des outils de gestion de données, fournisseurs de ERP, mais aussi des fournisseurs traditionnels de bases de données. Je pense à notre partenaire Oracle ou à notre partenaire Microsoft, qui dans SQL Server maintenant fournit des options in-memory extrêmement satisfaisantes qui permettent d'augmenter les capacités de traitement. Cette logique de stockage in-memory des données en mémoire, elle permet aussi d'avoir non seulement des données stockées traditionnellement dans les bases de données relationnelles en mode ligne, mais aussi des stockages, des tables stockées en mode colonne. Et ces stockages en mode colonne sont des stockages qui permettent d'avoir des applications de business intelligence et des analyses de données beaucoup plus rapides parce qu'on a besoin de lutter beaucoup moins de données, on regarde un seul champ d'une table. Et ce sont des choses qui traditionnellement étaient dans les mondes de data warehouse et de business intelligence gérés en mode préparé, packagé, avec une préparation de cubes et des routines d'interrogation figées, alors qu'ici on est dans un monde en mémoire, on est dans un monde dynamique, interactif, et on a donc un très très grand intérêt pour tous ceux qui veulent faire sur les mêmes données des traitements à la fois transactionnels de mise à jour et à la fois décisionnels de business intelligence, d'utiliser les technologies de type in-memory computing que l'on voit apparaître chez tous les professionnels du domaine maintenant que le matériel le permet. Alors après cette réflexion matérielle, parlons de la réflexion, réflexion logicielle, parlons de la réflexion matérielle. Nous avons au catalogue HP des serveurs capables de proposer des tailles mémoire extrêmement élevées. L'an dernier, c'était 24 Teraoctets de mémoire. Aujourd'hui, c'est 48 Teraoctets de mémoire pour un seul serveur. Alors nous avons en fait un exemple ici avec nos gammes historiques SuperDOMIX, grand serveur jusqu'à 16 processeurs et 24 Teraoctets de mémoire. Le système MC990 qui nous vient du catalogue Silicon Graphics, qui lui permettait d'avoir une progressivité de 4 à 8 processeurs.
Et la combinaison de ces deux systèmes nous a permis de proposer un système nommé Superdome Flex. Flex pour l'aspect dynamique et l'aspect adaptable. Le Superdome Flex est une machine qui peut commencer à 4 processeurs et continuer jusqu'à 32 processeurs. On va connecter les uns aux autres ces châssis quadriprocesseurs. On va permettre d'utiliser des tailles mémoire extrêmement élevées, aujourd'hui jusqu'à 6 Teraoctets par tiroir quadriprocesseur, et avec un système complet à 32 processeurs, être capable de proposer jusqu'à 48 Teraoctets de mémoire avec les densités d'aujourd'hui pour nos utilisateurs. Et si on le propose, c'est qu'il y a des applications qui en tirent parti. J'ai cité les applications de contrôle de risque, j'ai cité SAP HANA, il y en a bien d'autres qui sont en préparation, maintenant que ce matériel est disponible et que la réflexion est possible. L'attractivité de cette architecture, c'est qu'elle est évolutive, c'est qu'elle peut commencer petit, avec un quadriprocesseur simple, même pas complètement configuré, et on va pouvoir la faire croître. On va rajouter un deuxième tiroir, mettre en œuvre la connectivité multisystème et se constituer un serveur à 8 processeurs, jusqu'à un serveur à 16 processeurs, à 20 processeurs, jusqu'à 32, avec une progressivité technique mais aussi financière, sans avoir besoin d'acheter une grande boîte vide, une grande armoire vide au début, et d'avoir une possibilité donc d'ajuster exactement la configuration aux besoins. De plus, ces systèmes ont des capacités de partitionnement, c'est-à-dire que si finalement on n'a pas besoin de 32 processeurs dans une seule image de logiciel, on va pouvoir les couper en tranches matérielles, on va pouvoir les partitionner avec des hyperviseurs, on va pouvoir avoir des machines de consolidation. Certains ont appelé ces machines des mainframes en monde x86. On revient à la même logique de consolidation, de mutualisation, mais en ayant démontré la capacité qu'on avait à atteindre les degrés les plus élevés. Alors bien entendu, ces domaines de business intelligence et de base de données relationnelles ne sont pas les seuls adressés par les techniques d'in-memory computing, et on a aussi, compte tenu du volume de données immédiatement disponible, beaucoup d'applications de type intelligence artificielle et aujourd'hui apprentissage automatique, deep learning, qui, utilisant des données extrêmement proches, permettent d'avoir très vite une accélération des phases d'apprentissage autour, par exemple, des capacités de traitement des processeurs graphiques. Et on a aujourd'hui tout un domaine, un pan d'application d'intelligence artificielle qui vient rejoindre les applications qui tirent parti traditionnellement des in-memory computing, comme les bases de données relationnelles ou le décisionnel. Voilà, j'en ai terminé pour cette exposition du pourquoi et du comment nous produisons des systèmes à très grande capacité mémoire pour le traitement en mémoire complet et sur ses intérêts applicatifs. Voilà. Bonne fin de journée, je prends les questions si vous le souhaitez.